chers collègues. La parole est à Madame Frédérique Dumas pour le groupe UDI, Agir et Indépendants. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles, Madame la rapporteure, mes chers collègues. En 1831, Victor Hugo, cet amoureux de la République et des libertés, décrivait dans son ouvrage Notre-Dame de Paris le spectaculaire embrasement de la cathédrale, jusque-là issu de son imagination. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers, avec des tourbillons d'étincelles, une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un flambeau dans la fumée. Ce 15 avril 2019, le fruit de son imaginaire prend un tout autre sens, il devient prémonitoire. Notre-Dame de Paris est bien rongée par les flammes et nous laisse entrevoir, comme l'imaginait l'écrivain, notre vulnérabilité. C'est le cœur serré par l'émotion que nous avons assisté à la dévastation d'une partie de ce que nous sommes. Plusieurs siècles après son édification, son symbole de la richesse, de l'humanité, cette beauté architecturale, l'âme de Paris brûla dans une tragique mise en lumière. Nous fûmes tous durant ces longues heures les spectateurs prostrés, impuissants de cette tragédie. Hélas, la réalité, trop stupéfiante pour ne pas la regarder, nous contraignit à dévisager longuement Notre-Dame, rougissante, gangrénée par les flammes qui en engloutirent la charpente. Symbole de sa grandeur, la flèche du haut de ses 93 mètres céda et nourrit le brasier. C'est à ce moment-là que nous avons réalisé que Notre-Dame pouvait disparaître. Et pourtant, certes érodée, certes diminuée, notre cathédrale a résisté à l'incendie et ses beffrois se tinrent solidement grâce à l'engagement sans faille de plus de 400 pompiers mobilisés sur place. La détermination des soldats du feu, empreinte de courage et d'abnégation, a permis de mettre fin à l'hémorragie dévastatrice. Mais lorsque le jour se leva, lentement, le temps resta figé. À présent, une plaie béante éventre les 2/3 de la toiture, laissant entrevoir les cendres souillant l'intérieur de la cathédrale dans un amas de gravats jonchant le sol. Mais à l'horreur que suscita l'incendie, lui succéda le courage, l'engagement et la générosité. L'élan de générosité pour la cathédrale est une chose formidable, d'où qu'il vienne. Certains ont malheureusement instrumentalisé cette situation, d'autres ont pu, sincèrement, être choqués par les montants venant des grands donateurs, et il faut aussi faire l'effort de le comprendre. Mais ce que nous garderons en mémoire, c'est avant tout le temps du rassemblement et de la cohésion. Alors il nous appartient à toutes et à tous désormais de donner du sens à l'après, de transformer ce défi que constitue ce gigantesque chantier en espoir et en opportunité. Nous saluons donc la célérité avec laquelle le gouvernement présente à la représentation nationale son projet de loi visant à instituer et encadrer la souscription nationale pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris. Mais nous sommes très inquiets, comme beaucoup d'autres, de la précipitation avec laquelle il est annoncé que ce chantier devait être mené. Que signifie aller vite à l'échelle de Notre-Dame ? Relisez le journal, ce vrai faux journal de Michel-Ange, qui a consacré plus de 20 ans de sa vie à sa sculpture du tombeau de Jules César, sans l'avoir achevée. Se lancer dans l'élaboration d'une œuvre sans être sûr de pouvoir la terminer au cours de sa vie, sans être sûr de réussir, au sens social du terme. C'est ce qui constitue l'essence même de celui qui est un artiste. Nous l'avons oublié. Je ne vous demande pas, bien sûr, de revenir au temps de la construction des cathédrales, les temps où il fallait des mois et des mois pour transporter des plaques de marbre, choisies méticuleusement au moment de leur extraction et qui pouvaient se briser net à l'arrivée. Mais peut-on néanmoins redonner du temps au temps ? Une formule, quant à elle, beaucoup plus contemporaine. Alors, pour revenir de manière concrète à ce projet de loi, les articles 1 à 7 ne nous posent peu ou pas de problème particulier. Nous sommes ainsi favorables à la création d'une réduction d'impôt majorée permettant aux donateurs de déduire de leur impôt sur le revenu 75% de leurs dons dans la limite de 1 000 €. Cette limite est importante car elle doit justement favoriser les petits dons de tous les Français. La participation de toutes les collectivités est également rendue possible. Libre à elles d'effectuer des versements ou de développer la formation dans leur région des artisans et des bâtisseurs. J'aurais des réserves plus personnelles à faire sur l'article 8, mais comme beaucoup ici, vous l'aurez compris, nos réserves portent donc principalement sur les dérogations générales dont vous entendez bénéficier, qui plus est par voie d'ordonnance. Les ordonnances se justifient compte tenu de l'urgence, quand elles sont bien encadrées par le Parlement et quand les finalités sont claires. Ce n'est pas le cas ici. Monsieur le ministre, ici, le temps doit s'arrêter. Comment pouvez-vous imaginer une seule seconde que nous pouvons signer un blanc-seing permettant au gouvernement de s'affranchir de l'ensemble des règles susceptibles de lui être opposables ? À ce problème quasi philosophique, mais que nous devrions nous poser sur tous les textes, il faut ajouter d'autres arguments très concrets.
Comment justifier que les territoires doivent se conformer scrupuleusement à la loi, quand dans le même temps nous dérogerions à toutes les règles applicables pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris ? Si certaines normes de droit commun applicables à la construction sous l'égide d'une collectivité ou d'un établissement public sont trop lourdes, trop contraignantes, notre groupe considère qu'il faut alors engager un vrai travail pour tout mettre à plat. Ouvrons le débat, oui, mais un débat transparent, encadré, avec des garde-fous. Mais une fois cela dit, Monsieur le ministre de la Culture, vous nous présentez un projet de loi qui propose la remise en cause des normes en matière de préservation du patrimoine. Certes, votre prédécesseur avait fait quant à elle du non-respect des règles du patrimoine sa marque de fabrique. C'est la réalité. Certes, la loi Élan était l'avant-garde de la remise en cause du rôle des architectes des bâtiments de France. Alors imaginez donc bien que cela ne peut que renforcer l'inquiétude. Par ailleurs, demander un chèque en blanc pour déroger au Code de l'environnement, en plein débat sur la transition écologique, c'est presque une provocation. Proposer de remettre en cause les modalités de la participation du public à l'élaboration des décisions, c'est trahir en partie l'élan de générosité. Quant à la demande de chèque en blanc pour déroger aux règles concernant les marchés publics, c'est la précieuse notion d'exemplarité qui sert de fondation à la confiance qui s'en trouve directement impactée. Cet article est ainsi à lui seul un accroc terrible que vous portez au contrat de confiance que vous voulez nouer avec les Français à travers cette souscription nationale. C'est confisquer ce qui appartient aux Français pour que quelques-uns s'arrogent le droit de décider des dérogations à apporter aux normes et par cette attitude, soit contribuent à déroger à l'équité, soit contribuent à ouvrir le champ des possibles qui constitue à nos yeux autant de champs des impossibles. Dans sa conférence de presse, le président de la République nous a parlé de réaffirmer les permanences du projet français, de ce qui est la trame de la nation, ce qu'il a appelé l'art d'être français. Serait-il le seul ? Seriez-vous les seuls à pouvoir énoncer ce que sont nos permanences ? C'est pourtant bien une grande leçon d'humilité que nous a donnée cette grande dame à travers ce drame. La vraie réflexion, celle qui ne peut que nous réunir, c'est celle qui porte sur la mise en valeur des métiers, des compétences, des savoir-faire, à la valorisation de la formation professionnelle. Cette réflexion nécessite de s'inscrire dans le temps long. C'est une position qui nous tient à cœur et que nous avons défendue en commission avec mes collègues Pierre-Yves Bournazel et Béatrice Descamps. Ce chantier est une formidable occasion de mettre à l'honneur des savoir-faire oubliés ou mal considérés, des hommes et des femmes capables de prouesses époustouflantes, de montrer au monde l'excellence française en matière de restauration du patrimoine. C'est aussi l'occasion d'associer les citoyens autrement que par la participation au financement. Quelle que soit notre fonction, quelle que soit la hauteur de notre don, que nous ayons effectué un don ou non d'ailleurs, la cathédrale Notre-Dame de Paris appartient à toutes et à tous et peut être le début d'une aventure collective autour du patrimoine. Car cet événement doit aussi agir comme un véritable électrochoc. Oui, notre patrimoine est ancien, oui, il est fragile, il est dans bien des cas en danger. Le travail de restauration est considérable, Stéphane Bern nous a alertés à de nombreuses reprises. Et cette fois-ci, rien ne pourra plus jamais être comme avant. Pour les prochains budgets, pas un euro ne doit manquer au patrimoine. Et vous avez raison, Monsieur le ministre, le budget 2019 a marqué cette inflexion positive, nous souhaitions le souligner. Mes chers collègues, dans l'optique d'améliorer ce texte, nous proposerons 3 amendements. Premièrement, nous proposerons d'inscrire dans la loi que les dons et versements consentis au bénéfice de la conservation et de la restauration de la cathédrale soient exclusivement consacrés à ces objectifs. Comme l'a parfaitement indiqué Monsieur le Premier ministre sur ce point, nous ne pouvons trahir les donateurs en réaffectant le produit de leurs dons. À défaut, nous défendrons un amendement de repli nous protégeant pour le futur. Dans l'hypothèse où serait envisagée une réaffectation de ces mêmes dons et versements, nous prévoyons qu'une consultation des donateurs soit obligatoirement organisée afin de recueillir le consentement de ceux-ci. Enfin, nous proposerons, comme beaucoup, la suppression de l'article 9. Vous l'avez compris, nous sommes profondément heurtés par la possibilité offerte au gouvernement de déroger à l'ensemble des règles pouvant lui être opposables dans la conservation et la restauration de la cathédrale. Monsieur le ministre de la Culture, 1170 conservateurs, architectes et professeurs ont poussé un cri d'alerte, un cri du cœur, à travers une tribune publiée il y a peu. Ces personnalités appellent le président de la République à la prudence et au sens des responsabilités en réaction aux propos de celui-ci exprimant la volonté de reconstruire la cathédrale plus belle encore et dans un délai de 5 ans. Le message envoyé par ces spécialistes et par beaucoup de Français est simple et clair. Non seulement il ne faut pas faire n'importe quoi avec Notre-Dame, mais quelles que soient les bonnes intentions affichées, et cela vaudra pour les futurs quinquennats, il ne faut même pas laisser planer un seul doute sur une restauration qui soit parfaitement encadrée. C'est malheureusement ce que fait cet article 9. Cette habilitation n'est pas nécessaire et n'est pas opportune car elle inquiète, elle crispe sur un sujet qui ne devrait souffrir d'aucune zone de flou ou d'ombre.
Par conséquent, si le groupe UDI Agir et Indépendants soutient les principes de ce texte, il est partagé. Une majorité d'entre nous adaptera son vote en fonction des débats et de la nouvelle rédaction de cet article.